Pourquoi ont-ils envoyé de pauvres innocents ici, pour les punir? Il y a un moyen d'entrer, donc il y a un moyen de sortir. Croyez qu'ils se sont donné ce mal pour construire un truc dont on puisse s'évader? Cube, c'est un petit film, une série B, un petit budget. Et pourtant, c'est un film qui a laissé sa petite empreinte à beaucoup de spectateurs qui ont eu la chance de le voir. Ce n'est peut-être pas le film le plus populaire de l'histoire, il n'empêche que, vu de là où il vient, on peut dire qu'il a quand même frappé assez fort. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui, aux yeux de certaines personnes, ne raconte rien. Voilà. Mais ça, c'est seulement au premier coup d'œil, au premier regard. Parce que quand on l'analyse, c'est un film qui non seulement est un thriller au premier degré tout à fait sympa, mais en plus, c'est un film intelligent avec plein d'idées et qui va bien plus loin que simplement la petite histoire qu'il semble raconter comme ça au premier abord. Et d'ailleurs, une histoire dans laquelle on ne nous raconte pas les tenants et les aboutissants. Le cube, c'est nous. Cube est donc le premier long métrage du réalisateur Vincenzo Natali, un réalisateur canadien, comme vous pouvez l'imaginer à son nom, qui a quelques origines italiennes, mais aussi des origines anglaises. D'ailleurs, il est né aux États-Unis, mais donc il est canadien, et c'est un film canadien. Chose assez intéressante avec ce réalisateur, c'est que c'est un réalisateur qui, à l'heure actuelle, est plus reconnu que connu, c'est-à-dire que ses œuvres plaisent, ses œuvres ont quelque chose, ses œuvres ont un concept, mais c'est pas non plus un réalisateur qui a passé des paliers, qui est devenu une superstar du cinéma américain par exemple. C'est un réalisateur qui continue un peu à faire les films que lui il aime. Alors bien sûr, il a eu du succès avec Cube, et plus tard par exemple avec Splice, qu'il a remis un peu sur le devant de la scène, mais après, il est redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire il continue à faire ce que lui il semble aimer. Est-ce que c'est parce qu'il est prisonnier, il ne peut pas aller plus loin? Mais en tout cas, voilà, c'est ce que lui il est. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que, par la suite, c'est un réalisateur qu'on retrouvera beaucoup à la télévision et autres, parce que ça a l'air d'être un peu un univers dans lequel il se sent à l'aise. D'ailleurs, Cube a quand même une petite allure de série télé, et même d'une série télé assez connue. Mais revenons sur la genèse du Cube. Alors qu'il fait ses études de cinéma, il réalise un court-métrage qui s'appelle Elevated. Elevated qui se passe, comme le nom l'indique, dans un ascenseur, et qui était aussi la première pièce pour convaincre des producteurs après de faire Cube. Il voulait faire ses preuves avec ce film, ce court-métrage de 20 minutes, que vous pouvez trouver sur YouTube, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, qui contient déjà des éléments semblables à Cube. On retrouve déjà certains aspects de Cube. I'm taking this thing to the top floor. Nothing can get in if we take it all the way, block the trap door. Keep it all locked up, get me? No, I don't get you. What's out there? Let's just say I'm saving your lives. Et d'ailleurs, parenthèse, le court-métrage est très bon. Franchement, regardez-le, il est disponible, le suspense fonctionne bien, et donc on est vraiment dans ce que va donner Cube après. Attention, ce sont quand même des œuvres très différentes, mais c'est justement grâce à ce film qu'il arrivera à convaincre différents producteurs, parce qu'il faudra réunir beaucoup de monde pour réunir le petit budget nécessaire à faire ce film. Et d'ailleurs, Natali lui-même va devoir s'engager personnellement pour réussir à produire ce film. À l'arrivée, il arrivera à réunir la somme de 500 000 $ américains, même s'il a réuni des dollars canadiens évidemment, pour faire ce film. Ce sera donc le prix que coûtera ce film, et inutile de vous dire qu'il va en rapporter peut-être pas beaucoup, parce que malgré qu'il soit reconnu, comme j'ai dit, il n'est pas forcément le plus connu, mais en tout cas il va bien fonctionner, et ça c'est déjà cool. Petite remarque intéressante, Vincenzo Natali a un site web. Vous pouvez le trouver facilement, vous allez sur Google, vous tapez son nom, ou si je dis pas de bêtises, c'est vincenzo-natali.com. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, parce que le monsieur partage beaucoup de choses. Il partage entre autres les premières versions du scénario, il partage des photos de tournage, il partage le storyboard, enfin il partage plein de trucs sur différents films. C'est un monsieur qui partage beaucoup, et ça c'est très intéressant je trouve. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Seul souci, évidemment, il faut parler anglais. Il faut savoir donc qu'évidemment, le scénario de Cube a beaucoup évolué. Sur le site, vous verrez plusieurs versions. À vous de savoir si vous voulez les lire. Au début, le film était quand même un petit peu différent. Il y avait plus d'humour, il y avait peut-être aussi plus de fantastique clairement marqué, un monstre qui poursuivait les personnages. Les personnages qui, dans ce cube enfermé, peut-être trouvaient parfois de la nourriture et de l'eau pour pouvoir tenir plus longtemps, etc., etc. Donc c'est un concept qui a évolué pour arriver à la version finale que nous avons. Et, évidemment, il y a fort à parier que certaines idées ont dû être abandonnées aussi pour une question de budget qui ne permettait pas de faire certaines choses. Petit exemple de quelque chose qui a été abandonné et qui d'ailleurs
d'une certaine manière, handicape un peu le film, les couleurs des cubes derrière. Normalement, il devait y avoir 6 couleurs. 6 couleurs. Et pour une question de budget, ils ont dû laisser tomber une couleur et en faire que 5. D'ailleurs, le tournage du film en lui-même a été un véritable challenge, un véritable défi, tout simplement parce que le réalisateur, évidemment, débutait, mais aussi parce que manquait de budget, et donc ils étaient une trentaine pour tourner le film, plus les acteurs, dans des décors qui sont tout petits, puisque finalement ce n'est qu'un petit cube, d'ailleurs il est mesuré dans le film à un moment donné, ce n'est qu'un petit cube, et il n'en avait évidemment qu'un seul pour tourner le film, avec juste un petit bout d'un autre cube pour quand on ouvre le passage d'un cube à l'autre, on puisse filmer les points de vue de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, une des difficultés à tourner ce film, c'est qu'il fallait être très clair et très net sur quel plan à quel moment, quelle couleur de fond à quel moment, etc., etc. Évidemment, toutes les scènes en blanc avec le fond blanc ont été tournées au même moment, toutes les scènes avec une salle bleue au même moment, etc., etc. Il faut savoir que Vincenzo Natali donc a beaucoup travaillé comme storyboarder, et donc ça a beaucoup aidé à justement bien guider le film pour pas qu'il y ait des erreurs. Et on peut déjà le dire, le travail effectué pour que tout se connecte entre les scènes est quand même assez incroyable quand on sait que, évidemment, tout a été tourné dans la même salle. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, ça se voit que tout a été tourné dans le même décor, quand on a un petit peu l'œil, mais c'est plus qu'on le remarque et on le constate facilement, parce qu'on connaît les astuces, que réellement, on le voit à cause d'un problème de mise en scène. Autre petit souci, les couleurs des cubes. Les couleurs des cubes étaient faites donc justement avec un filtre que l'on mettait derrière le mur, il y a la lumière, et qui donc donnait cette couleur. Je vous ai parlé du fait qu'ils ont dû abandonner une couleur, mais il faut savoir aussi que comme c'est petit et que c'est de la lumière, paraît-il qu'il faisait très très chaud sur le plateau de tournage, et que ça aussi c'était pas facile. J'ai même trouvé l'information comme quoi en fait le plateau se trouvait pas très loin d'une gare, ce qui fait qu'on entendait les bruits du train qui passait à côté, et que c'est d'ailleurs ce qui a poussé les gens qui ont fait ce film à justement expliquer qu'il y a des bruits justement quand les cubes se déplacent, etc., etc. Alors, j'ai pas réussi à trouver la confirmation de ça, mais en tout cas c'est ce qui se raconte. Cube est un film évidemment qui a diverses influences. Alors le réalisateur lui-même en règle générale est très influencé par le cinéma de Cronenberg. Il faut savoir aussi que Cube est aussi influencé évidemment par Terry Gilliam et surtout Brazil. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si le réalisateur a fait un documentaire sur Terry Gilliam. Ce n'est pas pour rien. Alors, le film en lui-même trouve différentes inspirations, dont évidemment un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Les Naufragés. Le film est aussi très inspiré par un épisode de la 4e dimension, je vais vous lire. C'est donc le 14e épisode de la saison 3 qui s'appelle 5 personnages en quête d'une sortie. Rien que le nom, ça devrait vous évoquer quelque chose. C'est un épisode un peu particulier où on a justement des personnages qui sont devant un fond blanc, c'est une simple toile, et ils se demandent qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font là, comment on sort de là, comment on sort de cette espèce de prison. Et en plus, ces personnages entendent des bruits. Alors dans l'épisode, c'est le son d'une cloche, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, et ils cherchent, en travaillant en équipe, à sortir justement de ce qui semble être une prison. Le lien est assez fascinant quand on regarde cet épisode, c'est vraiment très intéressant. Et je vais finir par ce qui me semble être une des plus grosses inspirations du film, le Rubik's Cube. Oui. Alors, de nos jours, on adapte tout au cinéma, mais en fait, ce film, c'est presque l'adaptation du Rubik's Cube. Parce que si on réfléchit, qu'est-ce qu'un Rubik's Cube? C'est un cube composé, on va dire, de plusieurs cubes, où on a une grosse énigme globale composée évidemment de chaque cube. Chaque petit cube fait partie de l'énigme globale du grand cube. Et en plus, on a des cubes qui se déplacent. Un peu comme dans le film, on a ces cubes qui se déplacent. Sans oublier que ce grand cube est composé de plein de petits cubes de couleurs différentes. Donc en réalité, les personnages sont dans une sorte de Rubik's Cube. C'est assez évident. Sachez que on va commencer l'analyse du film et on va aller peu à peu, par étapes, et on va finir sur les choses les plus importantes et les plus intéressantes. Au début, on va dire un peu quelques généralités. On peut dire de ce film que c'est un film de science-fiction, évidemment, un film d'horreur qui joue sur l'isolation, et c'est surtout, qu'on le veuille ou non, un huis clos. Donc à l'arrivée, c'est ça.
peu de personnages, les interactions entre eux, etc., etc. Mais surtout, c'est un high concept. C'est un film qui a un concept fort et c'est un film qui joue avant tout sur son concept. Alors, je sais que, globalement, ce sont des films qui ne sont pas totalement appréciés parce que les films concept ne peuvent pas durer 3 heures, ne peuvent pas développer des personnages pendant 250 ans parce que le concept est trop faible en lui-même pour être autant étiré. C'est pour ça que ce sont des films qui sont souvent courts, qui font 1 heure, 1 heure et demie, et qui parfois ne rencontrent pas leur public parce que justement l'intérêt n'est pas tant dans les personnages et les émotions, mais plus sur la situation qu'il y a autour de cette situation. Et parfois, ça gêne un petit peu les gens. Ça, c'est une des choses d'ailleurs qui font que certaines personnes peuvent ne pas aimer ce film. Ce film qui a quelques défauts quand même, faut qu'on les mette en avant. Parmi les défauts, on peut dire que le manque de budget, le petit budget plutôt, se ressent quand même. On sent qu'on est face à une série B, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent au niveau des acteurs, au niveau des décors. Comme je vous ai dit, on sent que tout est filmé dans la même salle, on n'est pas bête. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même des choses qui se ressentent quand même assez clairement. La musique, qui est plutôt bonne, est très peu présente aussi. Ça aussi, c'est peut-être un signe. Il y a plusieurs choses qui font comme, oui, le film et peut-être, surtout de nos jours, puisqu'il commence quand même à dater, 1997, peut être plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. Le chiffre 6 est un chiffre qui revient très souvent dans ce film. Il y a 6 prisonniers, un cube ça a 6 faces, donc ils ont 6 sorties, et à la base, il devait y avoir 6 couleurs qui, pour une question de manque de budget, sont passées à 5. Et ce petit souci nous empêche de faire une analyse, en tout cas une analyse complète du film en nous basant sur les couleurs. Parce que dans le film, la solution est mathématique, mais les personnages auraient pu se poser la question. Est-ce que la solution de ce cube n'était pas liée aux couleurs? Par exemple, les pièges, c'est les bleus. Vous voyez que dans le film, très souvent, les pièges sont dans des salles bleues. Mais pas tout le temps. On peut dire que les salles rouges, sont des salles de tension. Oui, mais pas tout le temps. Et c'est un peu le souci qu'il y a avec ce film, c'est qu'on essaye de regarder ça, et sans doute, le fait d'avoir enlevé cette couleur vient de plus en plus nous empêcher de faire cette lecture. Alors oui, il y a des choses qui reviennent. Les salles blanches sont parfois des salles de discussion où on trouve des solutions. Oui, mais ça n'arrive pas que dans des salles blanches. Donc, à mes yeux, une analyse des couleurs dans ce film par rapport à ce qui se passe ne me paraît pas très pertinente. D'ailleurs, le schéma de base du film, que d'ailleurs le film s'amuse à contredire d'une certaine manière, est aussi assez classique. C'est un schéma où on a un certain nombre de personnages et qui vont peu à peu laisser leur envie plus le film avance. Mais si vous avez vu le film, évidemment, vous savez que ça se passe comme ça, mais pas totalement non plus. Et dernier défaut qui peut gêner les gens, ce sont les effets spéciaux faits par ordinateur en 1997, certains pièges, certaines choses qui peuvent un peu déranger. Alors, je trouve que tous ne sont pas dégueulasses, on là, entre autres les morts qu'il y a dans le film, mais c'est vrai que certains passages, comme par exemple la salle où quand on fait du bruit, il y a tous ces pics qui sortent. Ça peut déranger les gens. Rappel, sortie du film officiel, 1997, même si chez nous il est sorti je crois en 1999, c'est dire, mais il faut pas oublier aussi un autre petit détail, ça ne va rien changer à la vision du film mais qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, les effets spéciaux de ce film ont été faits gratuitement par la boîte qui les a faites, tout simplement pour soutenir le cinéma canadien. Et d'un côté, c'est super cool d'ailleurs pour le réalisateur qui a pu donc mettre des effets spéciaux dans son film à moindre frais, mais aussi pour eux, pour cette envie de faire progresser le cinéma canadien. Je trouve qu'il y a réellement une idée là derrière qui est vraiment cool, et qui d'ailleurs, on le verra après, va un peu dans le sens où veut aller le film. Les noms des personnages dans ce film, d'ailleurs, ont un petit sens caché qui va dans le sens du scénario du film, et c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, tous les noms des personnages sont tirés de noms de prisons réelles. Ainsi, le personnage de Quentin, lui, donc, s'est inspiré de la prison de Saint-Quentin en Californie. Le personnage d'Holloway, donc le médecin psychologue, elle, ça vient de la prison de Holloway à Londres. Kazan, lui, c'est une prison en Russie, qui s'appelle de la même manière, et qui d'ailleurs est une prison, paraît-il, concernant les personnes qui ont justement des petits soucis mentaux, on va dire ça comme ça. On a Rennes, qui, lui c'est la prison de Rennes, tout simplement. Pour les Français, c'est un petit peu plus facile à percevoir. On a Alderson. Alors Alderson, si jamais c'est le personnage qui meurt dans la première scène du film, celui qui est en fait un petit peu à part du scénario, et lui, justement, son nom, il vient de la Alderson Federal Prison Camp en Virginie, aux États-Unis.
Et on a Leven, donc la mateuse, ainsi que Worth, l'architecte, qui mélangeait, ça vient de la prison pénitentiaire fédérale Leavenworth au Kansas. Voilà. Parlons un petit peu de la mise en scène. Comme je vous ai dit, tout est filmé dans le même petit cube où on change les couleurs, etc., etc. Comme je vous ai dit, le réalisateur vient du storyboard et sérieusement, la mise en scène, elle est folle. Alors, elle n'est pas forcément folle dans le sens « Waouh, quel beau plan, waouh, quelle mise en scène !» Il y a des plans intéressants et tout. Mais comme j'ai dit, maintenant que vous savez tout ça, si vous ne l'aviez pas remarqué, remarquez comment tout est agencé, comment les plans sont faits pour, quand on passe d'une salle, d'une couleur à l'autre, alors que tout est filmé au même endroit, comment il essaye de varier les plans de caméra, une caméra qui bouge à des moments. Péroguise! C'était l'heure du dîner. Des trucs et des machins, alors que le film s'enferme dans un cube tout petit qu'on peut traverser en à peine quelques pas, le réalisateur fait feu de tout bois pour nous fournir une mise en scène qui, ma foi, est hyper efficace. Et c'est vraiment là que on dépasse déjà une première fois tout simplement le statut de petit film avec un petit budget et qu'on a un vrai travail de quelqu'un qui a vraiment bossé son truc avec des idées et une envie de bien faire. 6, 6, 6, 8, 9, 7. 4, 6, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 8. Vous suivez? Oui. Et 5, 4, 5. Vous les avez inscrits? Dernière petite particularité qui vient ajouter un petit peu de piment à la petite lecture du film, c'est qu'à un moment donné, le personnage de Quentin dit bon allez, on se repose 1 heure. Et il dit Et comment vous allez faire pour savoir qu'il s'est passé 1 heure? Je déciderai de la durée de cette heure. Ce qui est assez drôle, c'est que au moment où il dit ça, au moment où les personnages décident de s'arrêter pour prendre 1 heure de pause, ben on est à 1 heure de film. Alors sur mon lecteur, c'était précisément 59 minutes et 40 secondes. Mais c'est quand même vachement drôle de voir que ils ont même pensé à ce petit détail. Cube a en effet donné une suite et un préquel qui sont moins considérés que le premier, qui déjà lui-même, comme on l'a dit, plus reconnu que connu. Mais Cube en lui-même, bien que ce ne soit pas une franchise très exploitable, le principe de Cube a été repris d'une manière ou d'une autre dans d'autres films qui, eux, ont donné des franchises et qui, d'une certaine manière, a donné un genre. On peut penser à Saw, alors peut-être moins le premier, même s'il y a déjà un peu les situations, mais les suites surtout, où on a des personnages enfermés dans une espèce de jeu malsain, où les gens vont tomber, vont mourir, etc., etc. On retrouve un peu ça. Évidemment, à partir de ça, on avait des films comme Escape Game ou Escape Room, je sais plus comment il s'appelle, il y en a un c'est le titre en VO, l'autre c'est le titre en français. Des films comme ça, par exemple. Et bien qu'un peu différents, des films à concept avec des choses assez similaires, on peut penser au film qui était sorti sur Netflix, le film espagnol La Plateforme, ou encore un autre film qui était en tout cas disponible sur Netflix, qui s'appelait Le Cercle, qui lui était une autre version, une autre variante d'un film à concept comme ça, un peu science-fiction, fauché avec des idées d'une certaine manière. Chose intéressante, entre guillemets, parmi les inspirations qu'a laissé Cube. Dans Cube, on a souvent ces espèces de câbles qui découpent les gens. Hein, on l'a plusieurs fois. Et ça a inspiré une franchise comme Resident Evil. Dans Resident Evil, il y avait ces histoires de laser qui découpaient les gens et qui font très Cube. Comme quoi, c'est vraiment un film qui allait plus loin que ce qu'il aurait dû, d'une certaine manière. Bon, rentrons dans le vif du sujet, parce que ce film, en réalité, il faut le considérer du point de vue philosophique. Alors, je me permets de vous dire que j'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur le film La Vague, hein, Die Welle, le film allemand, qui peut avoir certains liens avec ce film, sur certains points précis, à savoir que La Vague, je l'avais plus vu d'un point de vue psychologique, là c'est plus philosophique. Tout d'abord, le film est globalement une allégorie de la caverne de Platon. Tout le monde connaît, mais petit rappel quand même, qu'est-ce que la caverne de Platon? Eh ben, en gros, c'est pas compliqué. Il y a des prisonniers qui ne peuvent pas se retourner, qui sont face à un mur. Ils ont la lumière du soleil dans leur dos. Ils sont donc dans une caverne. Ils ne perçoivent le monde qu'à travers ce qu'ils voient devant eux. Donc, ils voient des formes, ils voient des choses qui passent derrière eux, ils se voient eux-mêmes, mais ils voient le monde à travers cette vision-là. Un jour, il y en a un qui arrive à se libérer et qui va sortir de la caverne pour se retrouver face au soleil. Donc, face à la lumière, il va donc être
dans la direction opposée, et là, il va percevoir le monde autrement, alors il retourne dans la caverne, expliquer à ceux qui sont prisonniers ce qu'il a vu, et les prisonniers lui disent, écoute, cesse de dire des conneries, nous on perçoit le monde, voilà, on t'aime bien, mais arrête de dire des sottises. Comme vous avez dit, Quentin, il ne faut pas se compliquer la vie, il faut regarder droit devant soi. Personne ne veut voir plus loin, la vie est déjà trop compliquée. Évidemment, Platon utilise cette métaphore pour parler, entre autres, du fait que le philosophe perçoit d'autres choses, et quand il essaye d'amener des choses, il y en a qui en ont juste rien à cirer, qui n'ont pas envie de réfléchir plus loin, et ça on le retrouve dans plein de domaines, croyez-moi, y compris sur YouTube, tiens, c'est marrant. Donc voilà, c'est entre autres ça. Donc le film est une référence, ou en tout cas prend des choses de cette allégorie. Réfléchissez un petit peu. Les personnages sont dans le cube, ils sont enfermés. Toutes les théories qu'ils font, que ce soit les nombres premiers, Vive les nombres premiers! Vive les nombres premiers! que ce soit qui les a mis là-dedans, toutes les théories qu'ils font, Seul un complexe industriel ou militaire a pu financer un truc de cette taille. Holloway. se basent purement et simplement sur ce qu'ils perçoivent. On est dans un cube, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ressemble ce cube? Ça a l'air d'être trop technologique, donc c'est soit l'État, soit les extraterrestres, soit... Vous vous souvenez de Scaramanga? Le méchant dans L'homme au pistolet d'or. Oui? Je suis persuadé que c'est le délire d'un homme riche. Et les personnages font des théories par rapport à ce qu'ils voient. Ils sont limités, leurs connaissances sont limitées par rapport à ce qu'ils arrivent à percevoir. Une autre particularité de ce film, c'est ce que nous, spectateurs, on sait. Parce qu'en fait, nous, spectateurs, par rapport aux personnages qui sont là, comme par rapport à la situation, on n'en sait pas plus que les personnages, et même, on en sait moins. Très souvent, il y a des films où les spectateurs ont droit à des informations supplémentaires. Là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Alors certes, on a l'information d'Alderson, c'est cool, mais à part ça, on en sait moins que les personnages. Je m'explique. Toutes les théories pour savoir est-ce que c'est un méchant de James Bond, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est des extraterrestres qui les ont mis là-dedans, qui ont construit ce cube, bah nous, on est comme eux, on ne sait pas. La seule chose que nous on sait, c'est les échanges qu'ont les personnages et les informations qui nous sont données. Mais, encore autre chose, qu'est-ce qui nous dit que ce que disent les personnages est vrai? Qu'est-ce qui nous dit que le personnage de Worf, par exemple, c'est bien l'architecte qui a construit l'extérieur du cube? Lui, il le dit. Il doit savoir si c'est vrai ou faux, mais nous, on ne peut se baser que sur ce qu'il dit. Pareil pour le personnage de Quentin. On nous dit qu'il était policier. Et on accepte de dire qu'il était policier au bout d'un moment quand on regarde le film. On dit, ok, le personnage était policier, le personnage de Holloway était médecin, etc. Mais, en réalité, on n'en sait rien. L'apparition du personnage de Quentin, quand il arrive, Quentin, je vais y arriver avec les noms, hein, on le voit avec la main en sang, comme ça, pam, c'est le début du film. Et il nous dit, j'ai échappé à un piège. Qu'est-ce qui nous dit qu'en réalité, il aurait peut-être pas tué une autre personne dans ce cube, par exemple? Qu'est-ce qui nous dit qu'il a jamais été policier et que c'est juste un psychopathe? En réalité, on n'en sait rien. Et ce qui est intéressant, c'est que le spectateur se retrouve, évidemment, lui aussi dans une situation de caverne de Platon. Et qu'est-ce que le cinéma, si ce n'est une caverne de Platon? Nous sommes tous tournés face à un mur, où on nous projette des images qui viennent de l'arrière, avec de la lumière, justement, et on voit quelque chose que l'on sait être faux, que l'on sait ne pas être la représentation de la réalité, et pourtant, on regarde ça, on l'analyse et on cherche à le comprendre. Et il y a le personnage de Worf, qui lui, donc, c'est le nihiliste complet. C'est un peu difficile à admettre, mais il n'y a pas de conspiration. Et pas de cerveau démoniaque. Il ne s'agit que d'une erreur commise sans qu'on s'en aperçoive. Qui, lui, s'en fout de sortir du cube, et à la fin, il n'est pas prêt à affronter ce qu'il y a hors du cube. Il n'est pas prêt à l'affronter. Et si vous nous dévoiliez votre but dans la vie? J'arrête pas de me le demander. Et d'ailleurs, comment est représentée cette sortie du cube? Par la lumière du soleil. Donc, il y a clairement cette référence. D'ailleurs, il y a même un autre philosophe qui est nommé dans le film, Descartes. qui lui est aussi une personne qui dit que on peut être trompé par ses sens, et donc qu'on ne peut pas se baser seulement sur ce que l'on capte avec nos sens pour savoir ce qu'il en est réellement. Parfois, on a des effets d'optique. Donc c'est intéressant de voir que tout ça est vraiment dans le film. Ce n'est pas une interprétation personnelle, c'est dans le film. Profitons pour dire déjà quelque chose d'intéressant. Dans ce film, il y a très peu de morts qui sont dues au piège présent dans le cube. Il y a une première mort. Ce personnage, on ne sait rien de lui.
Tout ce que l'on voit avec ce personnage, c'est d'abord une mise en scène classique mais très bien faite pour nous faire comprendre à nous, spectateurs, ce qui se passe dans le cube. On le voit se réveiller, on le voit regarder, on le voit voir qu'il y a des salles de différentes couleurs, et on le voit se faire tuer par un piège, et un petit peu de gore, parce que ça fait toujours plaisir. Cette introduction ne sert que pour nous, spectateurs. Ça n'a pas d'autre utilité que ça. Même si, après, quand on retrouve les personnages principaux du film, il y a déjà le personnage de Quentin qui semble avoir échappé à un piège. Donc, ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Donc, je reviens sur un truc qui est important. On a donc le personnage qui meurt pour nous spectateurs, et on a le personnage de Ren qui va mourir, lui, pour les personnages d'une certaine manière. Là, c'est le moment où les personnages perçoivent définitivement qu'il y a des pièges mortels. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le véritable danger de ce cube à l'arrivée n'est pas tant le cube en lui-même que les êtres humains dans le cube. Vous devez avoir en tête que ce que vous avez en face de vous. C'est ça le vrai défi. Vous devez réussir à vous sauver de vous-même. Un peu à la manière d'un film de zombies, d'un film post-apocalyptique. Le vrai danger, c'est l'être humain. L'homme est un loup pour l'homme. Ça aussi, c'est un truc qui a été repris par certains philosophes. C'est-à-dire que malgré les dangers du cube, malgré la situation du cube, en réalité, ceci n'est juste que, on va dire, ce qui provoque des réactions et qui oblige les gens à vivre autrement que par leurs habitudes pour recréer finalement les mêmes erreurs que l'on crée dans la vie de tous les jours, où on se préoccupe parfois de choses qui sont peut-être moins importantes que la vie, ou alors on est capable de s'engueuler et de s'entretuer alors qu'on a un but commun. Parce qu'en effet, de quoi nous parle en réalité ce film? Ce film nous parle de la création d'une nouvelle société. Des personnages qui ne se connaissent pas du tout, qui se retrouvent dans une situation, et ils sont obligés de vivre ensemble. Ils pourraient chacun partir de leur côté, mais ils se rendent compte que, en se mettant ensemble, ça fonctionne un petit peu mieux. D'ailleurs, le film est fait pour que chacun des personnages ait un rôle. D'ailleurs, même les personnages dans le cube se disent, chacun a un rôle, chacun comprend. Il y a donc Quentin, qui est le leader, celui qui va diriger les troupes. On a le docteur, donc Holloway, qui, elle, va être celle qui va plutôt être justement s'occuper de rassurer les gens, etc., etc. Et on a d'autres personnages comme donc Kazan, lui c'est l'autiste, donc c'est celui qui a besoin d'aide, celui qui ne survivrait pas sont les autres, même si, évidemment, on le sait, on va revenir là-dessus un peu après. On a Ren. Alors Ren, lui, il ne reste pas très longtemps, justement, parce qu'il n'est pas forcément hyper intéressant là-dessus, mais c'est celui qui amène des connaissances, on va dire, extérieures, celui qui amène un peu de culture. D'ailleurs, il aurait pu être le leader, hein, il aurait pu prendre la place de leader, mais voilà, il s'est trompé. Et il ne peut pas être le leader puisqu'il est mort. Quant au personnage, et ça c'est important, le personnage donc de Liven, elle, c'est évidemment l'amateuse, celle qui a étudié, celle qui a une certaine connaissance, celle qui a le savoir. Donc, en réalité, tous ces gens-là forment une pièce du puzzle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces personnes-là, en travaillant ensemble, auraient pu facilement, plus ou moins, évidemment, sortir du cube. Qu'est-ce qui se passe? Des tensions vont arriver et les gens vont finir finalement par s'entretuer. Selon le réalisateur, une des choses qui est mise en avant dans le film, c'est que de nos jours, on a besoin d'avoir de plus en plus de connaissances dans un domaine. Parce que l'être humain est parti tellement loin dans la connaissance de plein de domaines qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une connaissance globale. C'est-à-dire qu'à une époque, je suis peut-être évidemment stéréotypé, le but n'est pas de donner un cours d'histoire ou quoi que ce soit, peut-être qu'à une certaine époque, on pouvait se contenter de faire du feu et de cueillir 2-3 trucs pour manger. J'ai dit que je stéréotypais. Mais peu à peu, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la chasse, d'autres dans la pêche, d'autres dans la cueillette, etc., etc. Donc, de nos jours, en réalité, notre société, en théorie, elle nous a enlevé le besoin de faire un feu, elle nous a enlevé le besoin de chasser, pour la plupart, hein, mais, ça ne veut pas dire que pour survivre dans notre société, il ne faut pas avoir des connaissances très pointues dans certains domaines pour pouvoir exercer. Hein, quand on dit « Ah, ça c'est un métier », ça veut dire que la personne qui fait ce métier, même si c'est pas le truc le plus universitaire de l'univers, demande de l'expérience, de connaître des choses à chaque fois très pointues, très pointues, très pointues. Et quand on regarde ce film, au niveau des mathématiques, c'est exactement ça. Pour sortir de ce cube, il faut avoir des connaissances de maths de niveau génie. D'ailleurs, il est intéressant de comparer le personnage de Liven avec le personnage de Kazan. Liven, c'est
la mateuse. Elle a appris ça à l'école. Elle applique des règles, elle les applique très bien, des règles qu'elle a appris à l'école. Kazan, lui, c'est le génie. Quelle est la différence là-dedans? C'est que le personnage de Liven applique des choses qu'elle a apprises. Donc, d'une certaine manière, elle a appliqué des choses formatées qu'on lui a données, et elle les recrache. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance, on peut dire qu'elle est éduquée d'un point de vue scolaire, elle a une éducation, son cerveau est éduqué, mais le personnage de Kazan, lui, c'est le génie. C'est le génie. Alors là, bon, c'est un peu le stéréotype, évidemment, je suis autiste, mais évidemment, je suis un génie. Même si c'est intéressant aussi de dire que justement, tout le monde a une place dans la société, ça aussi, c'est intéressant. Lui, c'est le génie. Et on peut revenir à Platon, entre qu'est-ce qu'une personne éduquée et qu'est-ce qu'un génie. Celui qui s'est libéré et qui s'est retourné, lui, c'est le génie, parce qu'il a fait les choses de lui-même. Quand il revient et qu'il explique à d'autres personnes qui vont accepter dans ce cas-là son éducation, justement ce qu'il t'apprend, là, cette personne n'est pas un génie, il est éduqué. C'est-à-dire qu'il y a celui qui progresse, qui fait progresser, et celui qui se nourrit de l'enseignement de celui qui fait progresser. Cependant, et c'est important de comprendre ça, on peut être un génie sans être éduqué. Justement, je reviens sur le fait d'avoir des connaissances très poussées. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'école ni quoi que ce soit, il peut découvrir de par lui-même des choses absolument géniales. Le problème, c'est que ces choses qu'il découvre lui-même uniquement grâce à sa capacité intellectuelle, eh ben, peut-être qu'elles ont déjà été découvertes par le passé et que d'autres personnes qui ne sont pas plus intelligents que lui, eux, ont été éduqués scolairement parlant, et donc ils sont, entre guillemets, mieux, enfin, pas plus intelligents, mais qui connaissent plus de choses, Et donc, lui, il est plus intelligent en réalité, celui qui, justement, découvre par lui-même est plus intelligent, mais peut-être moins éduqué. Et c'est pour ça que l'on dit que de nos jours, il faut être capable de se nourrir, justement, des connaissances des gens du passé, et, justement, la personne intelligente n'est pas la personne éduquée, c'est celui qui va chercher de par lui-même à aller encore plus loin. Mais du coup, ça demande, et c'est ce qu'on disait, de faire des choses très pointues, puisqu'il faut essayer d'aller aux limites des connaissances de l'être humain sur un sujet, pour ensuite progresser un petit peu. Ou alors, peut-être partir un peu dans une autre direction à d'autres moments. Donc le film, indirectement, il nous parle aussi de ça, c'est-à-dire l'intelligent, celui qui est intelligent et celui qui est éduqué. Et tout ça nous ramène évidemment au niveau, comme je vous ai dit, sociétal. Pourquoi? Le personnage de Quentin, lui, il représente le leader. Et, vous avez vu le film, c'est pas un très bon leader. On a besoin d'un responsable en toute occasion. Oui, et cette personne, ça ne peut être que vous. Au début, c'est un leader plutôt correct, et plus le film avance, plus on le voit justement sombrer dans la folie. Je profite, parenthèse, pour parler du jeu d'acteur qui est en effet un petit peu exagéré, mais je pense que c'est fait exprès pour montrer que cet acteur, enfin ce personnage surtout, il devient pathétique en fait. Il va tellement loin qu'il en devient pathétique. Il perd tout contrôle. Au début, ça a l'air d'être un leader sûr, et il part en cacahuète. Parlons aussi, puisqu'on est au niveau sociétal, du fait qu'il soit policier. Donc c'est quelqu'un qui est censé représenter l'ordre, quelqu'un qui est censé représenter la justice, et que cet ordre et cette justice peut partir, justement, plutôt dans quelque chose de tyrannique. Le film semble aussi nous dire ça. Chose aussi intéressante, la classe dirigeante ne sont pas les plus intelligents, ni forcément les plus éduqués. Qui sont les gens qui nous gouvernent? Ce sont des gens comme moi. Ils ont de grands et beaux bureaux, et puis c'est tout. Et dans le film, bon, c'est clairement le personnage de Quentin qui est celui qui connaît le moins de choses, le moins en chiffres. Même le nihiliste, à un moment donné, il se penche et fait « Ah ouais, c'est ça ». C'est justement là pour nous montrer que le personnage de Quentin, lui, les chiffres, tout ça, il comprend rien. La classe dirigeante est celle qui sait utiliser les cerveaux des autres et les qualités des autres, entre guillemets, à leur profit. Alors c'est très bien, on peut être un leader sans avoir les connaissances. Toi, tu calcules ça, toi, tu fais ça. C'est pas forcément mauvais. C'est la capacité à utiliser les autres. Et là, on le voit, ça part en cacahuète. Alors, il y a bien un certain Machiavel qui, dans son Prince, dit quelque chose du type pour que les gens te suivent en tant que leader, il faut soit les motiver pour une cause, soit alors leur faire peur par rapport à autre chose. Et il précise évidemment que la peur fonctionne mieux que la motivation.
On rappelle que Machiavel a inspiré beaucoup de politiciens et autres à travers le monde et les âges. Mais ce n'est pas ce que fait le personnage de Quentin. Alors bien sûr, il leur fait peur, bien sûr, il est tyrannique, mais c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire, selon Machiavel. Selon Machiavel, il faut pas que toi tu sois tyrannique, il faudrait par exemple qu'il les motive par rapport à la peur du cube, à la peur de mourir. C'est donc l'ennemi. Et là on revient vite fait un peu sur ce que je vous ai expliqué sur le film donc La Vague d'Ivell, hein. Pour ça que je dis que c'est lié à ça. La reconnaissance de notre position par rapport à celle d'un ennemi. L'ennemi aurait pu être le cube. Mais lui, il pète un plomb et c'est lui qui devient l'ennemi, ainsi les gens qu'il est censé diriger se retournent contre lui. Mauvais leader. Mauvais leader. Chose intéressante aussi avec ce personnage, à un moment donné, le personnage de Holloway lui dit « Est-ce que vous battiez vos enfants de cette façon ?» Il tire la gueule, il fait ce que vous voulez, mais jamais il ne nie. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, il se fait assez vite remarquer sur certains aspects en mode peut-être qu'il a des attirances pour des très jeunes personnes, hein, on sait jamais. Et d'ailleurs, même quand le personnage de Quentin tue le personnage de Holloway, les autres personnages, ils sont pas bêtes. C'est ce qu'on disait, c'est lui, entre guillemets, le moins intelligent. Tous les personnages savent tout de suite que c'est lui qui les a tués. Mais, de par sa force, il impose une tyrannie. À l'opposé du personnage de Quentin, il y a le personnage d'Holloway. Pas pour rien que le personnage de Quentin finit par le tuer. Ils sont opposés parce que, déjà vous voyez que dans le film, c'est les deux qui se répondent, les deux qui se rentrent dedans. Mais le personnage d'Holloway, c'est le médecin. C'est-à-dire que elle, ce n'est pas réussir à tout prix, quitte à tuer tout le monde, mais diriger tout le monde, c'est celle qui va aller vers les autres. Espèce d'enfoiré! Arrêtez, Quentin, ça suffit! C'est un danger public! Lâchez-le sur le champ! La loi de la jungle, vous connaissez? Enfin bref, c'est le médecin de la team. Donc, c'est quand même l'explication qu'il y a des gens qui sont là aussi pour essayer de motiver un petit peu les troupes, pour aider le côté social, justement, l'autre aspect de la chose. Et d'ailleurs, le personnage de Holloway est la seule qui s'occupe du personnage de Kazan, donc l'autiste, qui s'occupe de lui, alors que, en théorie, bah en effet, il n'apporte rien au groupe, il pisse dans un coin, il peut déclencher des pièges en parlant et autres. C'est la seule qui s'occupe de lui. Et au final, c'est lui qui, non seulement qui sort du cube, mais c'est lui le plus intelligent et qui a la clé finale. Donc, il y a clairement cette opposition qui est suggérée dans le film entre un état tyrannique et le côté un petit peu plus social, j'ai envie de dire. Autre point de désaccord entre Holloway et Quentin, c'est que Holloway, c'est un personnage complotiste, enfin adepte de la théorie du complot, du moins. Ça se voit dans ses répliques. Lorsqu'on fabrique un petit objet inoffensif à péta ou schnock, un jour ou l'autre, vous apprenez que c'était un composant essentiel d'une machine mortelle. Forcément, de par ses répliques, elle est opposée à l'étatique Quentin, et ce qui explique encore une fois pourquoi Quentin, au bout d'un moment, il la zigouille. Et tout ça nous amène évidemment aussi à des réflexions de manière générale sur la société. Qu'est-ce que la morale? Est-ce que les personnes ont raison ou tort d'agir comme ça? Est-ce que finalement, Quentin, bien qu'il parte en cacahuète, bien que finalement ce soit mauvais, est-ce qu'il a tort de diriger le groupe pour sortir de là? Est-ce que il devrait agir de manière plus sympa? Quand on voit le film, oui, c'est évident, mais je veux dire, est-ce que peut-être ce serait parti en cacahuète d'une autre manière? Et là, on arrive justement sur la gestion de la morale selon... on peut prendre les philosophes qu'on veut, hein. On peut prendre Kant, par exemple, et son célèbre tu fais acte de violence à partir du moment où tu utilises quelqu'un comme un moyen et non comme une fin en soi, en reprenant d'ailleurs les mots de Machiavel, mais en les changeant. On peut prendre Nietzsche, qui lui dit que la morale c'est quelque chose qui est là pour empêcher les forts justement d'empiéter sur les autres. Donc le personnage de Quentin qui lui poum empiète sur les autres. Il y en a d'autres, alors comment ça s'appelle, c'est Bentham, qui utilitariste, si je dis pas de bêtises, qui parle de ce qui est moral, c'est ce qui fait le plus de bien au plus de monde. Dans ce cas-là, si ils arrivaient à sortir, même s'il était en train de les engueuler et de les taper tous Quentin, mais s'ils avaient tous réussi à sortir, est-ce qu'il aurait eu tort? À partir de là, évidemment, on peut se poser plein de questions puisqu'on est dans une société, et donc, qui dit société, dit les limites des uns et des autres au niveau de la morale. J'ai fait toute une série de vidéos sur le western et la morale, selon certains philosophes, voilà. Mais ça se retrouve là. Worf, lui, il représente plus, on va dire, le citoyen
lambda, normal, qui lui ne se pose pas trop de questions, qui subit, qui vit sa vie sans se poser trop de questions. Vous croyez qu'on pose toujours des questions? Tout ce qu'on veut, c'est une conscience nette et un chèque important. Qui en a un peu rien à secouer de tout ça, bon il est là, puis voilà. Lui c'est le nihiliste, c'est dit dans le film. C'est le gars qui n'a pas envie de sortir, c'est le gars qui a perdu toute confiance en tout, c'est celui qui dit qu'il n'y a rien et qu'il n'y a absolument rien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il a travaillé sur la carcasse, sans se poser de questions. Donc c'est-à-dire que, voilà, lui là, on lui a fait faire la carcasse du cube, il se pose pas la question, il allait, il travaillait, etc., etc. Et c'est pointé dans le film parce que finalement, c'est le cube qu'il a créé qui en devient sa prison. Donc, comme quoi, le personnage n'est pas assez socialement éveillé pour s'opposer à certaines choses qu'on lui a demandé de faire, et finalement, il a marqué contre son propre camp. Mais le personnage étant nihiliste, il va plutôt parler d'autre chose. Il va dire que c'est une erreur d'être là, qu'il n'y a rien dehors, qu'il n'y a pas d'intérêt, que rien, il y a rien du tout. Et finalement, le spectateur, à la fin du film, se retrouve coincé parce que on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Évidemment, il y a un cube, il doit y avoir quelque chose. Mais en tant que spectateur, on se retrouve finalement, d'une certaine manière, à lui donner raison, puisque le spectateur, à l'arrivée, comme je vous ai dit, le film ne raconte rien. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien à ce niveau-là. Donc finalement, il n'a pas si tort que ça par rapport à ce que nous raconte le film. Et du coup, à travers le nihilisme, on se pose des questions. S'il n'y a rien, si personne n'a créé ce cube, s'il n'y a rien au-delà du cube, évidemment, à quoi on fait référence aussi? À Dieu, à la mort, à plein d'autres choses. Et on le sait, les êtres humains ont eu parfois tendance à vouloir se donner une raison de vivre. On dit que Dieu a un plan pour toi, on se donne des raisons d'exister, le miracle de la vie et tout ça. Et en réalité, quand il parle du cube, il parle de la vie. C'est arrivé comme ça, par hasard, c'est arrivé parce qu'il y a eu des trucs, des réactions chimiques, et puis voilà, on est là. Et en réalité, ce qu'il est en train de remettre en cause, ce personnage, ça va beaucoup plus loin que simplement le cube. En fait, c'est la vie, c'est l'existence, c'est tout ça qu'il remet en question. Et c'est présent dans le film, c'est cité. Évidemment, le personnage, à la fin, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de quitter le cube de Platon, et donc, évidemment, on pense aussi à Matrix, puisque on a aussi ce choix. Est-ce que finalement on va affronter la vérité, ou est-ce qu'on n'ose pas affronter la vérité et on reste sur notre position éloignée de tout? Mais on peut aller plus loin. Qu'est-ce que le cube? Ouais, ok, on sait pas trop, mais le cube, c'est aussi le titre du film, le cube. Donc, question. Dans la vie d'un être humain, dans la vie de plusieurs êtres humains, dans la vie d'une société, dans la vie d'un pays, dans la vie d'un continent, dans la vie d'une planète, dans la vie d'une galaxie, dans la vie de l'univers, à quoi ça sert un film? Quel est le but d'un film? Est-ce qu'il y a un sens à un film? À quoi ça sert? Et quel est son but ultime? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile là derrière? Finalement, peut-être qu'il est aussi en train de dire que, au-delà de ça, le film lui-même ne raconte rien, ce qui donne raison à ceux qui disent qu'il ne raconte rien, le film. Même si on a déjà vu qu'il raconte plein de trucs. Surtout que, comme le cube dans le film Cube, lui aussi a été pensé, écrit, réalisé, distribué. Donc, comme le cube, il existe. Mais peut-être en effet que, finalement, il n'y a rien, enfin bref. Compliqué des fois, Et finalement, si tout ce que l'on était en train de dire là, en ce moment, toutes les réflexions que l'on se fait sur le film, étaient fausses. Certes, elles sont dans le film, c'est assez évident, mais si finalement c'était le hasard, que le gars écrit son film, et comme certains journalistes, on surinterprète le film, et en fait tout ça n'y était pas. Et si en fait on était totalement dans le tort, et si finalement... c'est possible en fait. Mais c'est tellement dans le film que c'est pas possible autrement. Mais... Zut! Finalement, parlons du personnage de Kazan, donc l'autiste, qui est le génie, qui est celui qui sort. C'est celui qui a peur des salles rouges, parce qu'elles sont agressives. C'est celui qui refuse de se battre. C'est celui qui va rassurer le personnage de Quentin quand il va pleurer. Ne me touchez pas. Le seul, alors que Quentin, à ce moment-là, est déjà un grand méchant. Et c'est finalement celui qui sort. En fait, c'est l'être le plus pur. C'est celui qui se laisse le moins corrompre par la société. Il est tellement pas corrompu par la société qu'il est hors de la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le pointe du doigt au début. T'es pas un normal, t'es bizarre, t'es un autiste. Et en réalité, c'est celui qui est hors du schéma social qui se laisse le moins corrompre par la société. Et dans ce cas-là, c'est celui qui sort.
Est-ce que ceux qui auraient peut-être, parce qu'on ne sait pas, préparé cette expérience du cube, voulaient voir qui était capable finalement de se débarrasser de la société, de se débarrasser du soleil dans le dos, de tout ce que l'on voit contre le mur du fond, celui qui ne se laisse pas influencer par tout ça, et que finalement, c'est celui qui peut se tourner face au soleil, telle la fin du film nous le montre. Les légendes racontent qu'il y avait une scène, après ça, qui a été tournée, à la fin du film, et que le réalisateur a décidé d'enlever très rapidement, quand il est passé au montage du film. Ce que vous voyez à l'écran est un extrait du scénario du film. C'est la scène de fin coupée. Attention, 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 il faut préciser quelque chose d'important. Une scène coupée ne fait pas partie du film. C'est-à-dire qu'on peut la regarder, c'est ce qu'on va faire, mais ça ne fait pas partie du film, ça n'existe pas. C'est comme toutes les autres idées qu'a pu avoir le réalisateur, le producteur, il y en a un, il est arrivé, il a dit on pourrait faire ça en rose, et le réalisateur, il a dit non, ça ne fait pas partie du film, donc voilà, ça n'y est pas. Pareil pour cette scène, elle a été tournée, mais elle ne fait pas partie du film. Il y a une autre scène coupée où les personnages trouvent une salle où il n'y a pas de cube puisqu'ils se déplacent, donc voilà, il y a des choses comme ça. C'est coupé, ça n'existe pas dans le film. Je vais déjà vous le dire, je trouve que c'est une scène qui a été coupée pour de bonnes raisons. Parce que tout ce que nous dit cette scène, en réalité, on le savait déjà en regardant le film. Que nous raconte cette scène? Eh ben, lorsque Kazan sort du cube, qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, il est plus habillé de la même manière. Il se retrouve dans une rue qui est remplie de monde. Et, grosso modo, ça dézoome, et on voit que tous les immeubles se ressemblent, qu'il y a des gens qui sont bloqués dans des embouteillages, des gens enfermés dans leur voiture, et donc ça dézoome, et en gros on voit une ville, et puis ça finit par Another Day at the Office. Donc un autre jour au bureau, un autre jour normal, un autre jour de la vie de tous les jours, voilà. Donc en fait, cette scène ne fait que de confirmer, de guider le spectateur pour confirmer tout ce que je vous ai dit. Tout simplement. Qu'en gros, le cube, c'est une représentation de ce monstre qu'est la société, que ce soit le système politique, le système économique, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et que les êtres humains qui sont dedans, sont des loups pour l'homme est un loup pour l'homme, qui ont des préoccupations parfois humaines, trop humaines, qui déraillent eux-mêmes par rapport au fonctionnement qu'ils voudraient faire. Donc le monstre a été créé, et en plus, à l'intérieur, il y a encore ces bébêtes un peu bizarres. Comme je vous ai dit, c'est une scène qui, pour moi, a raison d'être coupée. Déjà, parce que elle ne répond pas, finalement, à qui a créé le cube, le truc, le machin, chose, et elle explique juste qu'en réalité, tout ça, c'est une grosse métaphore, simplement, de la société. Ni plus ni moins. Donc, bien fait d'être coupé, surtout que tout ça, je vous ai dit, toutes les analyses qu'on a fait, sont dans le film. Juste aussi une dernière précision, je suis parti d'un point de vue philosophique, certains plus littéraires y verront évidemment du Kafka. Je le cite, parce que le stéréotype de ce qu'est Kafka, ça a l'air de correspondre. Je suis pas du tout un expert en Kafka, et c'est pour ça que je ne développe pas là-dessus, mais voilà, ça devrait y être. Bref, vous l'aurez compris, Cube, c'est un film très intéressant au niveau de ce qu'il raconte, au-delà, justement, du juste le petit thriller de base, qui pourtant est super cool, hein, rien qu'en tant que tel, c'est sympa, le concept est sympa. Mais en réalité, c'est très clair, il y a des mots qui sont utilisés, il y a des expressions qui sont dites, il y a des choses qui nous font dire que ce film est bien plus pensé que tout ça. Il les fait bien plus réfléchir, il revient vraiment au fondement d'une société qui, justement, là, se crée sous nos yeux, avec ses dérives et ses non-dérives. Évidemment, comme c'est une société, on peut aussi imaginer d'autres choses dans le film. On pourrait mettre plein de choses, presque toute la philosophie du monde, la philosophie politique et tout ce que vous voulez là-dedans. Mais là, on parle surtout de ce qui se voit dans le film, de ce que l'on perçoit, ce que le film nous apporte. Et c'est pour ça que Cube, au-delà d'être un thriller psychologique, horrifique, science-fiction, eh ben, c'est un film qui est intelligent. Peut-être à défaut d'être un génie. Mais en tout cas intelligent. Voilà. Est-ce qu'on se pose peut-être pas un peu trop de questions sur le film quand même? Non. Parce que c'est ça qui est génial, et le film nous donne les clés. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, le partage, très important, je compte sur vous. On se voit prochainement pour de nouvelles aventures hors du cube.